Cauchemar au Nouvel An, Anne-Marie Pignal, la riche veuve de Savoie retrouvée au matin avec un couteau dans le cœur. Le 31 décembre 1996, Anne-Marie Pignal est découverte gisant dans sa villa du lac du Bourget, un couteau planté dans le corps. Avant de mourir, elle évoque la présence de 2 hommes. Il faut s'imaginer une maison cossue au bord du lac du Bourget, en Savoie. Ce matin du 31 décembre 1996, une épaisse couche de neige recouvre le grand jardin de la propriété. Cela n'empêche pas Daniel Princic, le jardinier et gardien des lieux, de venir comme chaque jour dès les premières heures rendre visite à la propriétaire, Anne-Marie Pignal, 76 ans. Elle y réside seule depuis la mort, 4 ans auparavant, de son mari Félix, qui a fait fortune dans l'électronique. Mais à peine a-t-il passé le pas de la porte qu'il découvre le corps de sa patronne gisant dans l'entrée, un couteau à pain planté dans la poitrine. L'arme affleure le cœur, mais elle est encore vivante. Immédiatement alertés, les pompiers arrivent en quelques minutes sur place. Ils prennent la décision de la transporter avec le couteau jusqu'au bloc opératoire pour ne pas risquer l'hémorragie. Sur le chemin, la septuagénaire parvient à articuler quelques mots sur les circonstances du drame. « J'attendais mon fils, quelqu'un a frappé à la porte. Je pensais que c'était lui, je ne me suis pas méfiée. Je ne pourrais pas vous décrire mes agresseurs mais ils étaient au moins 2, glisse-t-elle aux pompiers. Opérée en urgence, Anne-Marie Pignal ne survivra pas à ses blessures et décède au bloc opératoire. Des relations très conflictuelles avec son fils adoptif. La piste d'un cambriolage qui a mal tourné est rapidement écartée. Certes, tout le monde dans la région connaît la fortune des Pignal, mais la maison n'a pas été fouillée. Les gendarmes retrouvent même, sur une table de nuit, une liasse de billets. De même pour l'hypothèse d'un meurtre perpétré par le jardinier, il a appelé les pompiers alors même qu'elle était toujours consciente. Mais qui a pu commettre un tel acte? Personne ne connaît d'ennemi à la victime. Au contraire, dans la région, elle et son mari étaient connus pour leur générosité. Le seul qui entretenait des relations tendues avec Anne-Marie Pignal était son fils adoptif, Hugues, alors âgé de 41 ans. Rapidement, les enquêteurs découvrent que l'homme était criblé de dettes, son club de squash est au bord de la faillite. Hugues Pignal est décrit par son entourage comme un flambeur, qui grenouille dans le milieu de la nuit aixoise et mène un train de vie largement supérieur à ses revenus. Il a dilapidé en quelques mois les 6 millions de francs reçus à la mort de son père. Depuis, il ne cesse de demander de l'argent à sa mère, ce qui est la source de vives tensions. Selon une de ses amies, elle envisageait même de modifier l'héritage en sa défaveur. L'héritage peut donc être le mobile. Il est auditionné le 3 janvier mais rapidement relâché. Les supputations qui pèsent à son encontre ne suffisent pas à l'incriminer. Absence d'éléments matériels. La scène de crime a été particulièrement malmenée. Les empreintes laissées dans la neige sont mélangées à celles des secouristes, le couteau a été stérilisé par l'hôpital, ce qui rend impossible l'exploitation de l'ADN, et un cheveu découvert sur la nappe a été mal conservé et est inexploitable. Surtout, Anne-Marie Pignal, dans ses derniers mots, n'a pas mis en cause son fils. Lui répète que le matin du drame, il s'était levé tôt pour aller acheter des viennoiseries et était rentré se recoucher auprès de sa compagne, ce que cette dernière confirme. Pendant 3 ans, l'enquête piétine. Les gendarmes n'abandonnent pas la piste Hugues Pignal, qui continue à mener un train de vie débridé dans les 2 ans et demi qui ont suivi le décès. Il a dépensé 23 millions de francs, mais peine à l'étayer. L'enquête rebondit en 1999 presque par hasard, au détour d'une affaire de trafic de stupéfiants. Les enquêteurs découvrent que 2 figures de la nuit locale, Patrick Balland et Jean-Claude Hardy, reçoivent régulièrement des sommes d'argent de la part d'Hugues Pignal. Le premier est un proche de l'héritier mais le second ne le connaît que de vue. Lors de leur interpellation, les 2 hommes commencent par nier les faits. Mais confronté aux écoutes téléphoniques, Jean-Claude Hardy finit par parler. Il explique avoir été recruté par Patrick Balland pour un prétendu déménagement au domaine des Pignal. Le rendez-vous est pris au petit matin. Selon son récit, Hugues Pignal est allé seul dans la maison mais rapidement, lui et Balland ont entendu des cris qui en provenaient. En remontant dans le véhicule, il répète qu'il s'agit d'un accident et leur demande de se taire en échange d'un dédommagement financier. Toutefois, Hardy étant resté dans la voiture, il n'identifiera jamais à 100% Hugues Pignal. Balland finit par se ranger à cette version mais est beaucoup plus affirmatif. Le disparu du lac. Pour les enquêteurs, le puzzle se dessine. En septembre 1999, Hugues Pignal est interpellé et mis en examen pour assassinat, malgré ses vives dénégations.
Il reconnaît les dettes, les tensions avec sa mère mais jure ne pas s'être rendu chez elle ce matin-là. Il ne variera pas d'un pouce jusqu'à l'ouverture de son procès, en mai 2002, à Lyon. Entre-temps, l'affaire a connu une évolution singulière. Le 21 juillet 2000, alors qu'il est parti faire du bateau avec sa femme et 2 amis, Patrick Balland disparaît en tombant mystérieusement dans le lac du Bourget. Malgré d'intenses fouilles, son corps n'est jamais retrouvé. Ainsi, Hugues Pignal est seul dans le box des accusés. Hardy, lui, comparaît pour non-assistance à personne en danger. Selon les témoins de l'époque, l'homme affiche sa décontraction. Il faut dire que l'accusation s'appuie sur un faisceau d'éléments mais ne dispose d'aucun matériel, de témoignages formels. Il nie fermement les accusations qui pèsent à son encontre. Les 6 jours d'audience, pourtant, ne parviendront pas à faire naître le doute chez les jurés. Hugues Pignal est condamné à 20 ans pour meurtre, la préméditation étant écartée. Une peine confirmée en appel. Contactés, ces 2 avocats refusent désormais de s'exprimer sur l'affaire, même s'il y a beaucoup à dire, sourit l'un d'eux au nom du droit à l'oubli de leur client. Celui-ci a purgé sa peine et est désormais libre.